bonjour tout le monde, voici pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un top. Donc ça va être un top de saison. Je sais pas si ça sortira absolument pour Halloween, je pense pas. Mais si ça sort le week-end juste après ou la semaine d'après, je pense que ça vous ira quand même parce qu'Halloween c'est pas juste un jour, je pense que c'est vraiment toute une période jusqu'à Noël. Et donc aujourd'hui c'est pas un tome 5, c'est un top 9. Donc on va commencer de suite. Le premier que je souhaite vous présenter, c'est La malédiction du manoir Cunningham. C'est chez Fleurus et c'est de Sébastien Péguin. Donc ça, c'était un livre que j'ai lu il y a un petit moment maintenant, mais je sais qu'il m'a vraiment beaucoup plu. J'en avais fait une chouette chronique sur Instagram, je pourrais vous la mettre en barre d'infos si vous êtes intéressés. Donc là, on est sur un roman jeunesse qui est plutôt très rapide, avec des chapitres très courts. Donc il y a même, je sais que les enfants faisaient des plans du manoir au fur et à mesure de leur découverte, avec une pièce secrète qu'ils ne comprennent pas d'où elle vient, comment on trouve l'entrée, comment on en sort, qu'est-ce qu'elle détient et tout ça. Et donc en fait voilà, toute l'enquête va tourner autour de cette pièce secrète, autour de toute l'histoire qui va tourner autour du manoir. Donc je vais vous lire le résumé, comme ça vous avez une meilleure idée. Avez-vous déjà eu l'impression que le sort s'acharnait contre vous, comme si vous étiez tombé tout droit dans un piège? C'est ce que mes sœurs et moi ressentons depuis que nous habitons dans ce manoir. Au début, bien sûr, il n'y avait rien à craindre. Tout semblait merveilleux ici, mais la peur nous a vite envahis. Quelque chose nous épie, quelque chose s'en prend à nous, j'en suis certain. Et si le manoir était en train de réveiller des monstres tapis en lui? Et si, en y déposant nos valises, nous avions nous-mêmes enclenché une terrible malédiction? Vraiment très bien. Donc, comme je disais, il y a il y a vraiment tout un fil conducteur à suivre avec ces plans. Et ça se lit vraiment extrêmement vite. Il y a beaucoup d'actions, beaucoup de découvertes. Ils se déplacent dans pas mal d'endroits différents pour essayer de récolter des indices et tout. Donc vraiment super bien. Il y a aussi pas mal de références à des œuvres littéraires comme Marie Shelley par exemple. Et j'en passe. Donc c'était vraiment super intéressant. Donc c'est pour ça que je l'ai gardé précieusement parce que j'en avais fait une très bonne lecture. Ensuite, celui-ci m'avait vraiment retourné l'estomac, c'était l'année dernière. J'avais vraiment eu peur, mais pas vraiment peur, mais j'étais vraiment dégoûtée par certains moments dans l'histoire. J'étais stressée, je me sentais oppressée, j'avais juste envie de finir ce livre, quoi, parce que vraiment, il était malaisant. Mais c'était le but. Et c'était Monstrueuse Tempête chez Scrinéo de Fabien Hernandez, et c'est leur collection romans d'horreur jeunesse. Donc pour le coup, l'effet que voulait procurer l'auteur, il y est sans conteste. Donc là en fait c'est deux familles d'amis qui vont se retrouver dans un chalet au milieu de la neige. Ils vont être bloqués par cette dernière et en fait ils vont se rendre compte qu'il y a des choses qui se promènent dehors. Et en fait va y avoir un chien dans cette histoire qui c'est surtout lui en fait qui m'a vraiment fait de la peine. Parce qu'il y a eu un moment vraiment horrible avec ce petit chien. Et voilà. Après, donc il y a eu ce moment-là qui m'a vraiment choquée, qui m'a vraiment fait du mal à mon cœur. Donc vraiment, si vous êtes sensible, si vos enfants sont un peu sensibles, faites attention à ce passage. Mais c'était plutôt pas mal parce qu'on avait le point de vue des enfants et on avait aussi le point de vue de la bête. On va dire ça comme ça, du monstre. Et donc du coup, ça fait vraiment... C'est super oppressant parce que quand la bête parle, c'est qu'elle n'est pas loin, quelque part. Et le fait qu'elle intervienne dans l'histoire, sans que les enfants se rendent vraiment compte qu'elle est juste à côté, ça donne vraiment un sentiment super oppressant. Et tout ça en peu de pages. Il fait combien de pages ? Il fait 208 pages. Donc c'est vraiment hyper rapide et du coup, ça donne vraiment un rythme effréné et c'est vraiment une peur qui est vraiment vivace, quoi. Donc vraiment super découverte, mais attention.
Ensuite, c'est pas un livre que je vais vous présenter, mais une collection. Donc, c'est la collection du Bureau des Histoires étranges chez Flammarion Jeunesse, oui. Il n'y a pas d'auteur précis. C'est vraiment chaque tome a un auteur différent. Par exemple, là, nous avons Sandra Dussault. Ici, nous avons Denise Côté. Ici, nous avons Alexandre Côté-Fournier. Et là, par exemple, nous avons Sonia Sarfati. Donc là, j'en ai 4 chez moi, mais il y en a 3 que j'ai lus en bibliothèque. Ceux que j'ai lus en bibliothèque, du coup, c'est Le Mystère du lac Adélard. L'autre, c'est Ça leur apprendra à sortir la nuit. Et il y en avait un autre, je sais plus. Ou alors, ah bah je sais, voilà, c'est ça. Non, il y en a 4 autres, donc ça fait qu'il y en a 8 au total. Donc il y a Le Mystère du lac Adélard, Les oiseaux de malheur, les vieux livres sont dangereux, et Ça leur apprendra à sortir la nuit. Donc j'avais commencé cette série de livres avec ces 4 premiers tomes qui étaient dispo en bibliothèque. Et puis je suis vraiment tombée amoureuse de ce format. C'est vraiment des très 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 beaux livres pour 13,90 €. Je trouve que c'est vraiment pas cher payé. Ça reprend un peu le genre de Chair de poule par exemple, hein, ou de tous les séries de petits romans frissons. Mais le format, je les trouve vraiment très très chouettes. En plus, ils sont vraiment très très beaux. Et à l'intérieur, on a vraiment différentes mises en page. Ça change de livre en livre. C'est pas comme Chair de poule où c'est quasiment pareil vu que c'est le même auteur, etc. Là, vraiment, la mise en page va se coller à l'histoire. Par exemple, ici, avec le cinéma de l'horreur, c'est bête et con peut-être, hein, mais la mise en page, ça va être sous forme de pellicule de film. Les numéros de chapitres, ça va être, vous savez, quand il y a le décompte. Voilà. C'est vraiment chouette avec toutes les pages en noir, et puis après, il y a les pages en blanc. C'était La malédiction du grenier aussi, qui était vraiment pas mal. Ça va tourner autour d'un tableau, donc ça va être décoré avec pas mal de tableaux, pas mal de portes. Voilà, je trouve que chaque nouveau livre est un nouveau visage, donc j'aime vraiment beaucoup. Donc là, par exemple, ça va être le cinéma de l'horreur, ça va être justement autour d'un cinéma qui aurait existé dans les années 1860 sous une église où on n'y passait que des films d'horreur. Et un petit garçon va enquêter sur ce cinéma parce que dans son grenier, il va trouver une mystérieuse affiche d'un film qui n'apparaît nulle part. Et il va s'avérer que cette affiche est bien spéciale et bien horrible. Là, La malédiction du grenier, ça va être des petits garçons et une maman qui vont partir en vacances dans une maison. Et dans cette maison, au grenier, ils vont trouver un tableau. Et ce tableau est hanté. Et du coup, ça va pas mal tourner autour de l'art, du coup, parce que ça va parler peinture, histoire de l'art, de peintres. Et du coup, voilà. Celui-là était particulièrement flippant aussi parce que c'était super oppressant. Là, le secret Hillcrest, il est horrible dans le sens où c'est en gros... Non, je ne veux pas vous en dire trop parce qu'en fait, il faut vraiment le décoller. Celui-là, il faut vraiment le lire de but en blanc sans forcément lire le résumé derrière. Après, moi, c'est ce que j'ai fait. C'est quand j'ai vu que deux nouveaux numéros paraissaient sur la Fnac, j'ai juste précommandé et je ne suis pas allée plus loin que ça dans les résumés. Mais depuis certains événements, 14 ans plus tôt, il y a des enfants qui sont retenus dans un manoir, celui-ci. Et en fait, c'est vraiment un énorme plot twist dans ce petit roman de 140 et quelques pages, ce qui est vraiment pas énorme, 150 pages. Il y a un énorme plot twist qui part vraiment un petit peu en bibrine et qui est un peu glauque. Voilà. Et ensuite, il y a celui-là. Celui-là, niveau paranormal, j'aime beaucoup parce que c'est un petit peu un classique dans le sens où une légende va s'ébruiter dans une ville. Comme quoi, si nous faisons le numéro de l'ancien quincaillerie, un fantôme va vous répondre et vous allez mourir dans, c'est la semaine ou le jour qui suit. Et du coup, des petits malins vont essayer de se faire peur et vont appeler ce numéro. Et on va savoir du coup si la légende est vraie ou pas.
Et donc, voilà, celui-là était vraiment super sympa aussi, parce que du coup, il y avait ce suspense de savoir s'ils allaient mourir ou non, ils vont essayer de mener l'enquête pour savoir ce qu'il en découle vraiment. Enfin voilà, c'est vraiment des histoires qui sont super indépendantes et toutes travaillées de manière différente. Et donc ça, j'espère vraiment que ce sera une série qui ne se tarira jamais, parce que c'est vraiment super riche, donc je vous la conseille fortement du coup. Ensuite, évidemment, je ne peux pas faire une vidéo horreur sans parler de Catherine Arden. Donc là, c'est le 4e tome. C'est vraiment celui qui m'a fait le plus flipper. Mais sinon, dans l'ordre, on a Terreur à Smokolo. Ensuite, c'est Terreur à Smokolo, c'est Frisson au Mont Hemlock, Peur sur le lac et Effroi à la fête foraine. J'ai pas particulièrement peur des clowns ou des choses comme ça. Mais celui-là, je l'ai trouvé vraiment super oppressant, très dérangeant. Très dérangeant, alors que par exemple Terreur à Smokolo c'était plus une chasse à l'homme, une course-poursuite, ça faisait frissonner aussi, mais c'était une autre ambiance. Frisson au Mont Hemlock, à la limite, oui, un peu plus peur, parce que c'est vrai que le fait de rester bloqué dans un endroit c'est pas super cool, et puis tu sais pas ce qui peut t'arriver et tout ça, donc je dirais que la série va en grandissant. Peur sur le lac a vraiment commencé à me faire flipper, parce que j'ai une peur profonde des profondeurs. Et donc là, on est vraiment perdu sur un bateau dans un lac où il se passe des choses bizarres à l'intérieur. Et du coup, là, ça commençait vraiment à jouer avec ma phobie. Mais celui-là, je l'ai vraiment trouvé horrible. Parce que ce que font ces clowns, ce qui se passe dans cette fête foraine, c'est vraiment très glauque. Et c'est des sujets qui font peur, hein, tout simplement. C'est un peu dans la vibe de ça, mais pour les jeunes. Mais voilà. Mais c'est vraiment super, hein. Mais ils disent à partir de 10 ans, je dirais peut-être selon la sensibilité de chacun des enfants, je le conseillerais à partir de 12 ans. Par exemple, moi j'ai des petits à la bibliothèque qui ont 10 ans, sachant ce qu'ils lisent et comment ils sont, je leur conseillerais pas. J'attendrai peut-être 2 ou 3 ans qu'ils aient peut-être vu d'autres choses avant de se lancer là-dedans. Donc voilà. En tout cas, foncez pour ça, parce que vraiment, c'est vraiment une série. Ça aussi, j'espère que c'est une série qui continuera. Je me suis pas renseignée si elle va avoir un tome 5, mais du coup, je vais le faire après cette vidéo. Ensuite, l'année dernière aussi, je l'avais pas forcément énormément présenté celui-là. Il s'agit de Cache-Cache Mortel chez Ozu de Nate Cernosek. Donc là, ça va être un jeu de cache-cache morbide. Donc ça va être un espèce de monde parallèle où les enfants doivent jouer à cache-cache pour se cacher d'un mystérieux monstre. Oli se retrouve coincé dedans depuis quelques temps et Hector, par inadvertance, on va dire ça comme ça, se retrouve lui aussi coincé dans ce monde. Et donc du coup, ces deux enfants vont devoir faire la partie de cache-cache la plus mortelle de toute leur vie. Donc c'est vraiment sympa, parce qu'il y a vraiment cette dimension parallèle qui va venir pimenter tout ça, parce que du coup ils vont essayer de découvrir la sortie de ce monde parallèle. Et j'aime bien parce que parfois on a les deux qui se superposent avec comme une espèce de brume, une espèce de flou qui est vraiment super cinématique, que j'ai beaucoup aimé. Là pareil aussi, ça bougeait énormément, c'était très court les chapitres, donc y avait beaucoup de rythme, c'est vrai que c'est un petit peu oppressant aussi. Quand j'étais petite, je faisais énormément de cauchemars où j'étais censée me cacher, et en fait cette peur de savoir si tu es caché ou pas, si la personne te voit ou pas, ne pas savoir si tu peux te retourner, si ce stress de te retourner et de voir quelque chose qui te fait peur et tout ça, ça m'a vraiment perturbée quand j'étais petite, et du coup j'ai retrouvé ça dans ce livre-là. Et c'était vraiment un très très bon roman frisson. Par exemple, je sais que quand j'étais petite, je faisais souvent un cauchemar où il y avait, dans la maison de mes parents, en fait, il y avait 3 restanques. Et les 3 restanques étaient complètement désertes. Il y avait juste une petite cabane au milieu. Et c'était je sais pas pourquoi, dans quel monde, mais en fait, je me faisais pourchasser par un gigantesque T-Rex. Et le seul endroit où je pouvais me cacher, c'était dans la cabane. Et du coup, en fait, c'était ce truc-là de ne pas savoir si je pouvais sortir de la cabane, s'il m'avait vu rentrer dans la cabane. Enfin, ce stress-là, quoi. Et là-dedans, dans ce livre-là, c'est pile ce sentiment-là. Et voilà, c'était vraiment une lecture frisson très réussie pour moi. Ensuite, frisson
moyen. On va parler de la série Esprit es-tu là, donc ça c'est le tome 3. Mais nous en avons le tome 1 et 2. Le tome 1 c'est Le fantôme de la bibliothèque. Le tome 2 c'était Le manoir de l'épouvante. Voilà, je regardais les petites couvertures ici. Donc ça, on est dans du frisson à partir de 8-9 ans, parce que c'est très léger. Il y a tout un aspect social qui est abordé ici, entre relations de deux meilleurs amis. Donc c'est très léger, c'est light, mais c'est frissonnant quand même un peu, parce que cette jeune fille n'est pas forcément habituée dans les premiers tomes à avoir des fantômes, donc elle va parler de cette peur, va parler de cette inquiétude, de cette peur de pas savoir comment gérer les choses, de savoir si c'est vrai ou pas, de savoir si elle est folle, de savoir si elle peut en parler, de savoir comment gérer ça. Et du coup, voilà, c'est plus cette peur-là. Mais il y a quand même des trucs qui sont un petit peu flippants, faut pas déconner. Parce qu'il y a des choses qui sont pas cool, des choses qui lui arrivent qui sont pas super cool. Mais c'est quand même très léger comparé à tout ce que je vous ai présenté là. Vraiment, celui-là, c'est vraiment le plus cool. Hein. Vraiment, vraiment. Ensuite, il y en a 3 que je voulais vous présenter, mais que je n'ai pas, donc on va les faire là. Donc, je ne peux pas parler frisson sans parler de Cassidy Blake, donc la trilogie de Victoria Schwab. J'ai commencé le tome 1 il y a un petit moment, et donc j'ai fait le 2 l'année dernière, et cette année j'ai fait le 3. Donc c'est une trilogie qui est vraiment, vraiment super. Pareil, là, ça va au niveau frisson, ça va crescendo entre le tome 1, 2 et 3. Le 3 étant quand même un peu plus flippant parce que vraiment elle va se faire poursuivre, elle va découvrir des choses super intrigantes sur le monde des morts. Le tome 1 est frissonnant aussi dans le sens où elle va découvrir tout ça, elle va pas savoir gérer tout ça. Vu qu'elle n'aura pas toutes les clés en main, elle saura pas comment interpréter les choses. Mais le point positif aussi, c'est que c'est vraiment super immersif. Donc ça fait peur, mais vu qu'on est vraiment super attaché à l'héroïne, on arrive en même temps qu'elle à garder les pieds sur terre quand elle y arrive. Et en fait, voilà, on va vivre les émotions à travers elle. Et chaque tome se passe dans 3 villes différentes. Le premier, je sais plus où est-ce que ça se passe, mais je sais que le deuxième se passe dans les catacombes de Paris et le troisième se passe à la Nouvelle-Orléans. Et voilà, c'est vraiment une super série qui est super addictive. Là, on est sur une série à partir de 12-13 ans parce que l'héroïne est une petite ado. C'est plus vraiment une enfant. Mais voilà, c'était vraiment génial. Ça se lit extrêmement vite aussi parce que c'est vraiment une enquête paranormale. On va parler de ça d'enquête paranormale. De toute façon, ses parents font une série de enquêteurs paranormales. C'est pour ça qu'ils bougent de ville en ville. Et en fait, dans chaque ville, ils vont s'arrêter pour faire une enquête paranormale sur la ville en question. Et donc, la petite va bouger en même temps que ses parents. Et va devoir gérer des choses autres que ses parents qui, eux, ne voient pas forcément les mêmes choses que Cassidy. Et peut-être mon seul regret, c'est que Cassidy ne fait pas vraiment part de tout ce qu'elle sait, de tout ce qu'elle voit à ses parents. Voilà, c'est peut-être mon seul regret en ayant fini le tome 3, mais en tout cas, c'est une très très bonne trilogie. Ensuite, autre trilogie vraiment super sympa, c'est Mystère à minuit. Donc, ça, c'était vraiment de très bonnes lectures. C'est chez Syros, si c'est bien dans ma mémoire, de Camille Brissot. Donc là, on est pareil dans des petites enquêtes à minuit. La ville où il y a le plus de fantômes, c'est la ville la plus hantée. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle Mystère à minuit. Et on va suivre un petit garçon qui a pour meilleur ami le plus vieux fantôme de la ville et bientôt qui aura pour ami une jeune fille. Ils vont tous les 3 former du coup un groupe d'enquêteurs. Et du coup, voilà, ça va être plusieurs enquêtes. Alors, c'est pas forcément une trilogie qu'il faut suivre de 1 à 3. On a le tome 3, c'est le lac aux esprits. Le tome 2, c'est le cercle des sorcières. Et le premier, je sais plus. De toute façon, vous avez les couvertures. Mais voilà, c'était vraiment une super série. Ça va partir de 10 ans, c'est très light. Il y a quelques petites histoires quelques petites intrigues à l'intérieur qui font peur, mais voilà, c'est pareil, c'est dans le même style que Esprit es-tu là. C'est de légers frissons pour commencer à se lancer dans de l'horreur. Et dans le même style, le dernier livre dont je vais vous parler, qui sera aussi
dans le même esprit que Mystère à minuit et Esprit es-tu là. Il s'agit du grand livre de l'horreur. Donc il y a pas mal de tomes déjà, je crois qu'il y en a 7 ou 8, moi j'en ai lu 3. Donc le grand livre de l'horreur, ça va être l'histoire d'un jeune homme qui va être porteur du fardeau d'être le protecteur des histoires, donc le protecteur du grand livre des horreurs. C'est-à-dire qu'il va devoir prendre soin de ce livre parce qu'un certain méchant va, dans toutes les histoires d'horreur, essayer de changer les histoires pour faire gagner les méchants ou pour faire un peu le bordel parce qu'il aime bien. Et donc du coup, ce petit garçon va devoir rentrer dans cette histoire, essayer de faire en sorte que l'histoire se passe comme l'écrivain l'a dit et essayer de contrer les plans du méchant. Donc ça aussi, c'est du petit frisson, mais c'est du petit frisson qui permet quand même de découvrir de grands classiques de littérature. Donc moi, j'ai lu le tome sur Dracula, donc là, on va vraiment plonger dans le Dracula de Bram Stoker. On va plonger aussi dans le tome 3, on va plonger dans Jurassic Park, et aussi, on va plonger dans Frankenstein de Mary Shelley. Et donc du coup, il va intervenir dans ces 3 grands classiques de la littérature, faire en sorte que ces histoires se passent comme les écrivains l'ont écrit. Donc voilà, c'est vraiment super sympa parce que vraiment, niveau connaissances littéraires, c'est vraiment super bien fourni et c'est un super moyen hyper ludique de faire connaître ces classiques qui sont pas du tout abordables, je pense, à partir de 8 ans dans leur version originale. Donc voilà, je pense que vraiment ce top 9 est peut-être l'un des meilleurs que j'ai fait parce qu'il y en a pour tous les niveaux d'horreur, pour tous les niveaux de lecture. Donc voilà, j'espère qu'écoutez, cette vidéo vous a plu. C'est vrai que je suis pas une grande lectrice d'horreur, mais j'en lis quand même un peu. Et bon, écoutez, la plupart que je lis, à chaque fois, ça se passe extrêmement bien pour l'auteur, parce que l'effet voulu se passe comme il faut. Mais je pense que d'ici le 31 octobre, je vais il y aura un update lecture avec une partie spéciale horreur, parce que j'ai fait là on est le dimanche 20 octobre et samedi 19 octobre. Du coup hier j'ai fait une razzia dans une bibliothèque en prenant plein de petits livres d'horreur. Parce que voilà, j'aime bien me plonger là-dedans. Et là, dans mon planning, en vrai, donc là, on est le 20. Demain, je finis Humanimol de Émile Latère. Et après, je me laisse toute la semaine du 22 au 27 pour lire Harry Potter 6. Et après, du 27 au 31, je vais m'enfiler tous les petits romans d'horreur. Donc, je suppose que pour la vidéo bilan du mois d'octobre, vous aurez une partie spéciale petit roman d'horreur, mais je préfère pas trop m'avancer, on sait jamais ce qui peut se passer. Mais dans un monde idéal, ça se passerait comme ça. Donc voilà, écoutez, si vous avez d'autres romans d'horreur jeunesse comme ça, je serais très contente de les connaître. Et puis si vous êtes plutôt roman d'horreur ado, adulte, je vous mettrai en barre d'infos la chaîne de Maddy, qui est les chroniques de l'effroyable, et sur Instagram c'est effroyable journaliste, vraiment pour moi une experte en littérature horreur. Donc on se complète plutôt pas mal parce que du coup je lui apporte pas mal de livres en jeunesse et elle du coup elle m'apporte pas mal de livres adultes, donc voilà, c'est vraiment une très très bonne youtubeuse et une très très bonne personne aussi, tant qu'à faire. Voilà, écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo.